Trace de break est une présentation des dépanneurs Proxy, complices de vos aventures, et Nissan Longueuil, en mouvement de génération en génération. Bienvenue tout le monde à Trace de break, ce fameux podcast dont le titre, lui, il a dû en avoir plusieurs dans sa vie. Le DG du Grand Prix de Trois-Rivières, Dominique Fugère, qui est avec nous autres. Salut! Salut! Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Écoute, j'ai pas regardé. Il y en a peut-être déjà. Peut-être que je me promène avec des traces de break. Oui. On n'ira pas vérifier. C'est pas actuellement. C'est ça? Peut-être, on sait pas. Écoute, vous êtes quand même assez intimidants, assez peurants, les gars. Oui. Tout ça peut. Hein? Dom, c'est un homme plein de surprises. Oui, bien, plein d'expérience aussi. Oui. C'est le fun que tu viennes parce que tu es comme un invité avec un casting qu'on n'a pas eu encore. Exactement. Ouais, on en parlait tantôt, justement. Hein? Vas-y. Mais c'est l'éventail des invités. On aime avoir de la diversité. Puis t'es dans une slot que t'es seul. Fait que t'as même pas besoin de compétitionner contre personne. C'est sûr que tu vas être le meilleur de ta catégorie. Écoute, je me le souhaite, puis c'est correct, j'aurais pas besoin de travailler trop fort comme ça. DG du Grand Prix de Trois-Rivières depuis combien d'années? Depuis 2011. Je sais pas, là, je suis pas très bon en maths, mais je pense que Ça va être ta 13e année. Ta 13e, je pense que c'est mon 12e Grand Prix, parce qu'on en a raté un avec la pandémie. Là. Comment c'est arrivé dans ta vie, justement? Déjà qu'on sait que tu aimes les voitures, passionné du sport automobile, mais le moment où... Le moment avec le Grand Prix, écoute, c'est un drôle de moment que j'aime bien raconter. Mon cousin, qui est Gabriel Fugère, qui est actif en sport automobile, c'est lui qui a bâti la piste de karting à grand-mère, entre autres, quand je t'ai roulé là. Puis, Gabi m'appelle, puis à l'époque, je faisais de la radio à C'est quoi à Gatineau. Puis, c'était tout de suite après le lockout au Journal de Montréal. Puis, je faisais, Richard, tu vas très bien comprendre, je faisais un remote pour les Olympiques. En direct. Oui, exact. Pour les Olympiques de Gatineau, c'était la soirée de les parents d'enfants autistes sur le spectre de l'autisme en Outaouais. Et le remote était au buffet des continents, avec la mascotte des Olympiques, Oli, les joueurs. Mon cousin m'appelle, téléphone sonne, je vois que c'est lui, je réponds. Il pleut. Je sens le buffet chinois. Je suis en train de loader les speakers de la station dans mon truck. Puis il dit, écoute, le gars qui rend le Grand Prix de Trois-Rivières s'en va. Puis il dit, le maire m'a demandé si je connaissais pas quelqu'un. Il dit, j'ai pensé que je te le demanderais. Moi, je suis comme super content. Il dit, tu connais-tu quelqu'un? Là, dude, si tu savais qu'est-ce que je suis en train de faire, je peux te garantir que je connais. Puis là, il me dit, non, pas toi, voyons donc. Il dit, regarde, le journal de Montréal, RDS, non, si tu me voyais là, tu saurais que... Je suis très intéressé. Exactement. Puis là, il m'a parlé d'une autre personne. J'ai dit, regarde, cette personne-là serait très, très bonne, j'en doute pas, mais si ça te dérange pas, je vais en faire, mon entrevue au lieu de la personne. Fait que je me suis présenté samedi. Puis c'est drôle, cette personne-là, c'est une petite blonde, tu sais. Fait que là, le président du Grand Prix, Joël Saint-Pierre, le maire de l'époque, Yves Lévesque, mon cousin était là, puis Joël puis Yves attendaient une petite blonde qui rentre. Là, c'était moi, la petite blonde. Fait qu'il y avait comme... Puis là, c'était pas une petite blonde, non, c'était un gros brun. Ça va faire pareil. Fait que c'est vraiment comme ça que c'est arrivé. Simple comme ça. Oui, bien, j'ai eu la chance de couvrir beaucoup de sport automobile, de travailler en sport automobile aussi comme PR, avec certaines équipes. Carl, on se connaît depuis les calendes grecques à cause de ça. Puis, quand j'étais journaliste, pas exclusivement de sport automobile, mais j'ai commencé comme journaliste au fait divers. Après ça, j'ai été chef de pupitre. J'ai fait un peu de tout. Mais à un moment donné, au journal, le poste est ouvert au sport automobile. Puis, il y en a qui connaissent ça. Je connais ça un peu. J'ai fait le tour. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est quand Jacques Villeneuve a fait son retour chez Renault.
Oui. Puis, c'est drôle parce que je me rappelle, puis j'avais appelé un de mes chums, puis j'ai dit, là, je suis au Grand Prix du Brésil, puis c'est la première fois que je rentre dans un Grand Prix, puis j'ai le droit d'être là, parce que tous les Grands Prix de Formule 1 où j'allais, passer toujours par une clôture. Je dis souvent au Grand Prix, je serais mon pire ennemi, là, mon Grand Prix de Trois-Rivières. Je sais où sont les trous, je vais y trouver, je suis bon là-dedans, j'en ai trouvé pendant 20 ans, mais... Fait que je me suis retrouvé là. Des skills. Exactement. Ils disent souvent que les meilleurs polices, c'est des anciens bandits. Oui. Donc, je me suis retrouvé au Grand Prix du Brésil, mais je connaissais Jacques parce que je l'avais rencontré au Grand Prix Trois-Rivières. J'avais été bénévole à l'époque. J'étais un gars de la région. Fait que ça m'a ouvert des portes. J'ai couvert la F1 pendant 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Puis après ça, il y a eu la période NASCAR avec Pat Carpentier. J'ai suivi en motorisé avec mon père. Ma fille. Quoi? Des courses de motorisés? Non. Ben, ça aussi, ça pourrait marcher. Mais... Écoute, avec mon ami Denis Montpellier, qui était le chauffeur de Pat Carpentier, il y a des journées que ça ressemblait à ça. Mais je peux te dire qu'il était pas mal plus équipé que moi. Merci beaucoup à Jerry Saint-Germain. Merci de m'avoir prêté le motorisé avec les gens de chez Motorisé Leblanc à l'époque. Mais, m'a dit, Pat avait la grosse Cadillac, la grosse patente. Moi, j'ai essayé de suivre en arrière, mais on a eu bien du fun. Mais c'est pour ça qu'il a inventé la draft, là. Oui, c'est ça. Un en arrière de l'autre. Puis, l'inspiration. mais ça prenait ça juste pour suivre. Je n'étais pas capable de déboîter. Puis, c'était quoi tes premiers défis quand tu as pris la DG de Grand Prix de Trois-Rivières? Premier défi. Écoute, c'était vraiment d'amener le Grand Prix ailleurs. Puis le défi le plus important là-dedans, puis on travaille encore là-dedans, c'est de jongler avec un événement qui a 50 ans d'histoire. Quand même, hein? C'est pas peu dire. Mais qu'on veut garder quand même tourné vers l'avenir. Puis on s'entend bien avec les gens de NASCAR parce qu'ils sont un peu dans la même logique. Tu as le fan le fan qui est là depuis toujours, qui est, par exemple, pour le NASCAR, la personne de l'Alabama, des Carolines, du nord de la Floride, dans le sud-est, c'est là que le sport est né. Mais tu veux quand même être capable de faire une course de rue à Chicago. Tu veux quand même être capable d'être dans les marchés importants comme Los Angeles, comme Phoenix. Donc, c'est un équilibre que tu veux faire. Puis c'est la même chose chez nous. Moi, je suis arrivé, puis on me disait... ça nous prend des grosses séries américaines. Ça prend des grosses séries américaines. Oui, ça prend des grosses séries américaines, mais il faut que tu sois capable d'avoir un sport automobile en santé, localement. Pour être capté, je ne veux pas sonner comme Régis Lévesque, là, mais ça prend des combats locaux à promoter. Promoter, oui. Puis, nous autres, c'est vraiment là qu'on essaie d'être. On veut être l'endroit d'ici où les meilleurs de chez nous se frottent aux meilleurs d'ailleurs. Puis c'est... Notre fonds de commerce depuis 1976. Le Grand Prix existe depuis 1967, mais en 1976, quand Gilles Villeneuve a battu James Hunt, Alan Jones, qui s'est fait remarquer par Teddy Mayer, qui était le patron du Marlboro World Racing Team, parce que c'est pas Ferrari qui a engagé Gilles Villeneuve, c'est Marlboro. Puis ils l'ont placé chez McLaren, puis après ça, il s'est allé chez Ferrari, parce que le père Ferrari a dit « Moi, je veux ce gars-là » quand Niki Lauda est parti. Mais on oublie que on sait qu'il a été remarqué à Trois-Rivières, mais pas par Ferrari, pas par McLaren, par Marlboro, puis on parle souvent des pilotes payants en sport automobile. Tous les pilotes sont payants. Tu as besoin d'avoir un commanditaire. Niki Lauda est le meilleur exemple. Il était champion du monde quand Villeneuve l'a remplacé, mais ainsi de suite. Il était commandité par la banque qui avait prêté de l'argent sur, si je me rappelle bien, avec la garantie de son héritage, parce que son père avait du cash. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça. C'est un deal... C'est ça, c'est un deal assez... donc, les gens qui disent « avant, il y avait les players, c'était pas des pilotes payants. » C'est des pilotes payants, c'est quelqu'un d'autre qui payait la facture. T'sais, Fernando Alonso, quand il est passé de chez Minardi à Renault, justement, à l'époque où Jacques était là, c'est parce que Telefonica, la plus grosse compagnie de téléphone d'Espagne, a suivi. Puis s'il n'y avait pas eu Telefonica qui suit, Alonso, le plus grand talent qu'on a eu depuis un bon bout de temps, aurait pas été là. T'sais. Le gars qui dure. Exact. Écoute, c'est le lapin espagnol, il est merveilleux. Merveilleux. Puis le plus drôle, c'est qu'il est encore bon en plus. Ouais, puis son père avait acheté le kart pour sa sœur. Puis sa sœur a décidé qu'elle n'aimait pas ça. Elle dit, moi, je vais essayer. Puis je saute en avant. Puis le reste a fonctionné là. Mais c'est vraiment des histoires fantastiques. Puis c'est ce que j'aime, c'est que c'est un sport dans lequel il y a un grand niveau athlétique, un grand niveau de coordination, œil-main, puis ainsi de suite. Mais en plus, il y a tellement d'autres morceaux qu'il faut que tu mettes ensemble. Carl Nadeau est un des meilleurs exemples de ça. On va se le dire. Un exemple de morceau? Oui, un exemple de gars qui met des morceaux ensemble. Il s'est créé une carrière à coup de Frankenstein, tu sais.
sais, oui, la drift, oui, les apparitions ou pour les faire tourner des pubs, ça. Faut toujours, tu sais, les frères Dumoulin, c'est la même chose. Les gars, oui, ils gagnent leur vie comme pilote, mais ils gagnent leur vie comme coach, ils gagnent leur vie comme porte-parole. Tu mélanges toutes ces choses-là, puis ça crée des profils qui sont super intéressants. Puis c'est pour ça que j'aimais couvrir et que j'aime toujours couvrir ce sport-là, c'est qu'on a des histoires fantastiques qui sont multidimensionnelles. J'ai beaucoup de respect pour les athlètes olympiques qui se concentrent sur ce qu'ils font. Moi, de mon côté, comme journaliste, l'histoire est plus difficile à raconter parce que c'est souvent la même histoire. Ouais. Entraîne, mange d'or, entraîne, mange d'or. Je vois jamais mon père, je vois jamais ma mère, entraîne, mange d'or. Aux 4 ans, je fais les Olympiques. Pendant 3 ans, je fais championnat du monde. Peu de gens me voient. Ben, dans le sport automobile, tu as plein de patentes rocambolesques. Je parlais du JF Dumoulin. On a eu une conversation matin complètement psychotronique sur des commanditaires qu'on veut faire travailler ensemble. Puis tu te dis... C'est des gars de business aussi. Exact. Parce qu'ils ont tellement travaillé fort pour aller chercher des commandites, du cash. Parce que ça coûte tellement cher. Tout le monde vient au bout de le cash, à moins que tu aies un stroll de ce monde. Non, tout le monde vient au bout de son cash. La preuve, c'est... Ben, trop... Ouais, en tout cas. Il y en a que c'est plus long. Là. Il y en a que c'est plus long, puis il y en a qui manquent d'autres choses avant de manquer de cash, mais c'est beaucoup plus rare. Est-ce que tu en as croisé des pilotes, peu importe, puis on nommera pas de nom, là, mais peu importe dans quel circuit, qui n'avaient pas le côté business? Oui, plein. Est-ce que c'est encore là aujourd'hui? Très peu. Ouais, c'est ça. Très peu, puis il y en a où ça se révèle plus tard. Puis les gars se réveillent. Une espèce finalement. de maturité, de voir le 360 degrés. Ouais, mais tu sais, j'ai des pilotes, là, moi, quand je commençais comme journaliste, ils m'ont. Je sais ce que je sais, puis je connais ce que je connais. Puis là, je dis, t'as-tu pensé ici? Ah non, moi, c'est la Formule 1 ou rien. OK, ben ça a été rien. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Il s'est donné, il a eu ce qu'il voulait. Il a vu exactement ce qui s'en allait. Puis faut être capable de s'adapter. Puis, tu sais, il y a plein de chemins. Alex Labbé, là, on semble l'oublier, mais Alex roule en série Xfinity. D'ailleurs, il a très bien fait jusqu'à l'avant-dernière relance en fin de semaine du côté du circuit des Amériques. C'est tenu dans le top 10 toute la journée. Mais Alex, il est diplômé universitaire en sport mécanique. Il y a un diplôme, en tout cas que je sais, il y a un diplôme de motorsport, je pense que c'est management, en tout cas, à l'Université du Nord-Ouest de l'Ohio. Puis lui, avec sa famille, ont pris la décision consciente d'aller étudier là. Puis là, ben, tu apprends de la mécanique, mais tu apprends de la business, tu apprends aussi beaucoup de physique, parce qu'il y en a beaucoup dans qu'est-ce qu'on fait quand tu as du sport auto. Puis tu te retrouves avec un profil complètement pété, complètement éclaté, puis tellement stimulant à regarder puis à observer que c'est bien le fun. Tu sais, on est à la poche bleue ici, là, on dit souvent que le hockey, c'est un jeu d'erreur. Ben oui. Bon, mais le sport automobile, c'est un jeu d'erreur encore plus, puis il y a plein d'affaires qui peuvent mal aller. Puis c'est des affaires qui peuvent mal aller qui donnent de la bonne télé, qui donnent de la bonne émotion. Tu sais, on le dit souvent, là, qui donne des courses gratifiantes, qui donne des vedettes, qui donne... Exactement, quand tu es capable de passer par-dessus l'adversité. Puis là, tu as de l'adversité qui se crée par une pièce de 2 pièces et demie qui casse sur un char qui vaut 4 millions. Ouais. Puis Verstappen en fin de semaine là, avec les breaks. Là, la roue en feu. Ben ouais, mais là, tu dis, voyons donc. Mais c'est extraordinaire. Mon sentiment, c'est que c'est une erreur humaine, ça. Là. C'est quelqu'un qui a mis des breaks à l'envers ou quelque chose parce que c'est jamais arrivé. C'est pas arrivé à personne d'autre. Puis là, c'est arrivé là, c'est une pièce... Il avait pas l'air content, en tout cas. Il avait pas l'air content, mais il avait raison de pas être content. Quel niveau t'aimes le plus, toi, ou ton bébé Grand Prix de Trois-Rivières, ce serait quoi? Même si... Que tu l'aies amené. Carl va répondre. Choisis parmi tes enfants. Carl va répondre. T'es capable. Je les aime tous, les gars, mes enfants. Mais sans faire, c'est impossible parce que chaque série a son charme. Exact. Tu sais, puis mais y en a-tu une que c'est toi qui a, je sais pas, qui a fait des moves particuliers pour justement aller récolter cette série-là? Je suis très fier. Tu disais tantôt ton plus grand défi, puis je suis arrivé en 2011, mon premier Grand Prix était en 2012, puis 2 ans plus tard, en 2014, pour la première fois en près de 50 ans d'histoire, c'était la 45e, ou la 47e, on a accueilli un championnat du monde de la FIA chez nous, championnat du monde de rallycross. Puis les gens ici ne connaissaient pas le rallycross. Et encore hier, quelqu'un m'a dit, quand est-ce que tu ramènes le rallycross? Quand est-ce que tu ramènes le rallycross? On travaille, mais je parlais tantôt du jeu d'erreur. Le plus bel exemple de ça, c'est vraiment le rallycross. Parce que tu prends une voiture qui roule très, très, très vite, qui est très, très puissante, des moteurs 2 litres turbo qui développent au-dessus de 600 forces, qui est très légère, qui roule sur l'asphalte et sur la terre battue
avec des sauts. Puis là, maintenant, il fonctionne à l'électricité. Fait que c'est tout un paquet d'affaires qui peuvent mal aller. Tu es toujours en compromis. Jacques Villeneuve, quand il est venu chez nous, puis il a roulé en championnat du monde de rallycross, il dit, moi, je connais la piste de Trois-Rivières. Ça se tient avec ses ingénieurs. Mais il y a eu les sauts. Oui, exact. Là, il a dû faire le saut. Ben, il a fait le saut, mais il savait que ça s'en venait, mais ses ingénieurs ont dit, tu peux pas baisser la voiture autant que ça. Oui, il faut, dans le virage 1, Puis genre, je connais la piste. Puis là, l'ingénieur dit, dude, dans le milieu, ça marchera pas. Tu vas arracher la tank à gaz. Non, baisse le char. Ils ont ramené le char le plus bas comme Jacques le voulait pour que ça fonctionne bien sur l'asphalte. Mais il n'a pas pensé au compromis qu'il devait faire pour justement éviter l'erreur. Et quand il est arrivé dans la portion de terre battue, qu'est-ce qui est arrivé? Tank à gaz, bonsoir. Ouais. Wow. Fait que C'est Jacques, c'est le genre de gars à l'admettre ou. pas tant, mais bon. C'est une autre histoire. Question Julien journalistique. Febro m'avait dit ça. Il dit Jacques est un aide de certitude. Voilà, Jacques, c'est Jacques. Ouais, Julien qui était avec qui je couvrais la F1, justement, puis qui est venu, qui est un pilote de rallycross. Son père est un pilote de rallycross aussi. Puis quand j'ai invité Julien en 2015 à venir chez nous, il a couru en RX2 contre Antoine Lestage, d'ailleurs. Puis l'année d'après, Jacques, ou 2 ans après, Jacques était venu rouler dans la grosse classe de rallycross, puis Julien était venu pour être son éclaireur. Fait que c'est lui qui expliquait quand prendre le tour Joker, et ainsi de suite. Puis, mais c'est ça, le rallycross, j'adore ça pour ça. Les gars sont fous. D'abord, c'est des cinglés, je veux dire. C'est intense. Chez nous, là, au bout du droit, là, à un moment donné, Solberg est arrêté, puis Christopherson manque de break ou le contraire. Puis là, la course est finie, puis il rentre dedans. Il est rentré dedans à 215 km/h au bout de la ligne droite. Oui, juste 215, ils vont en 400 F1. Ouais, je comprends, mais c'est quand, dans les fois, tu as vu une F1 sauter? Hama. Donc, c'est ça, là, tu sais. Mais là, cette série-là a disparu. Cette série-là est partie. Oui. On s'est retrouvés... ma grand-mère est ukrainienne. Fait qu'on s'est retrouvés un peu comme l'Ukraine. Parce qu'au renouvellement, on a fait 6 ans. Fait qu'on a fait 14, 15, 16, 17, 18, 19. Même qu'en 18 et 19, on a accueilli et le championnat du monde et le championnat nord-américain avec des voitures de Vermont Sports Car juste à 2 heures d'ici à Burlington, au Vermont. Travis Pastrana, Ken Block a roulé chez nous, et ainsi de suite. Puis là, au renouvellement de contrat, IMG, qui est la compagnie de gestion, me dit l'année prochaine, votre frais ne sera pas de ça, il va être de 5 fois ce que vous payez. Là. Je dis, attends une minute, là, ça ne marchera pas, chef. Et il dit, c'est ce que l'Allemagne nous paye. Je dis, voyons, non, l'Allemagne ne vous paye pas ça. Il dit, c'est parce que les Russes ont acheté la date de l'Allemagne. Fait que là, les Allemands ont l'argent pour payer ça. Fait que à moins que tu payes ça, les autres, ils rachètent ta date. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. Mais là, avec la pandémie, avec le passage à l'électrique, nous, on a eu un passage à l'électrique très... Carl, t'étais là, on a eu du fun. Ça a bien été l'hiver. Oui. J'aimerais ça dire que ça a été un bon succès l'hiver dernier. On a fait un week-end de course au complet, 100% énergie renouvelable, hydroélectricité, carburant renouvelable, alcool de 2e génération. Fait que ça a bien été. Puis le championnat du monde, là, évidemment, ce qui est arrivé en Russie. Fait que là, la Russie n'est plus là. Est arrivé... L'Allemagne reprend sa place. Exactement. Puis là, il arrive aussi que... L'Allemagne ne paye pas 5 fois plus cher. Ils ont fait le passage à l'électrique et il y a 2 voitures qui ont pris en feu dans le garage, qui a fait passer le paddock au complet au feu. Fait que là, il y a plein de promoteurs qui ont décidé que ça ne les intéressait plus de mettre 5 fois le montant. Fait qu'on est en train de lentement, mais sûrement, être une belle solution de rechange. Je dis pas que ça va marcher, mais je dis qu'on travaille ce terreau-là. Ça pourrait-tu marcher dès la prochaine édition? Non, pas pour 2024. Peut-être pour 2025, on verra. Mais ils ont tellement aimé ce qu'on a fait l'hiver qu'ils aimeraient peut-être maintenant faire une course sur glace. T'sais. Mais là, il faut voir si on a un hiver comme on a eu cet hiver, ça va être. Il n'y aura pas grand glace. Ça va être assez. Faut que ça arrose en masse. Oui, mais il y a des façons de faire. Puis c'est drôle parce que quand on a fait la course de glace, l'équipe de Travis Pastrana et du Nitro Rallycross sont arrivés chez nous avec 3 gars de la Californie puis un Mexicain. Là, ils ont dit, on vient faire la piste de glace. Puis on a dit, dude, on va s'en occuper. Ça va être correct. Non, nous autres, on a de l'expertise. On est ça. OK, c'est correct, c'est bon. Puis la première affaire qu'ils ont fait en 3 heures, puis ça, Jacinthe Ayotte est super contente à chaque fois de le raconter, c'est qu'ils ont complètement salopé la portion de la piste qu'on a eu le plus de troubles avec, t'sais, en oubliant une hose. Puis, c'est comme... Tu peux pas
peux pas. Fait qu'on a développé une expertise en course de glace qui est somme toute pas pire, parce qu'on fait des belles courses de glace ici. Je pense à Valcourt, je pense à la gang qui roule à Beauharnois aussi. Nous autres à Sainte-Geneviève avec, d'ailleurs, j'en profite pour saluer mes chums de Sainte-Geneviève de Batiscan. Parce qu'il n'y a pas eu assez de glace pour la rivière, pour que la rivière Batiscan gèle suffisamment cet hiver, mais à chaque année, on fait course de moto, de 4 roues, puis de side-by-side, de véhicules côte à côte sur la rivière. Fait qu'on C'est drôle à dire, mais l'expertise qu'on a développée, moi et ma gang de chums à Sainte-Geneviève, nous a servi quand ça a été le temps de faire une course où on a accueilli les plus grands au monde. On a des voitures qui développent 1100 chevaux, qui virent des 4 roues, 4 moteurs, tu sais. Puis là, tu te dis, mais la personne que j'ai appelée pour aller taper la trail, c'est mon ami Louis Lavallée, qui, lui, qu'est-ce qu'il fait à l'hiver long? Il travaille pour le club de motoneige du comté de Champlain. Ils font les pistes de skidoo. J'ai dit, Louis, tu vas venir m'aider à taper ça pour qu'on ait la meilleure forme pour commencer à mettre de la glace. Puis on a réussi à faire des courses. Et ils ont préféré, encore une fois, ils ont préféré d'aller à Calgary plutôt que de revenir chez nous cet hiver. Pas eu de course. Ah. Mais ici, n'aurais-tu? Je pense que oui. Ah ouais? Parce que oui, puis à Calgary... de la magie, là. Pas tant de la magie, mais... Ça reste que t'es au Québec, le climat est favorable en partant. Exact. Oui, mais je te... Puis ça fait combien de temps qu'on est dans la neige, là, tu sais? T'as raison, mais regarde, à Calgary, ils sont capables, ils ont eu les Olympiques. Ouais. OK? Mais ce qu'ils ont le budget oublié... des Olympiques n'est pas le même, d'après moi. Ouais, mais c'est des bons budgets, là. Ouais. Puis nous autres, on est capables de faire une piste. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que le frais, tu le prends quand il passe, là. Comme disait mon grand-père, là, les fraises, temps des fraises, c'est temps des fraises. Après, il n'y en a pas. Avant, il n'y en a pas, puis après, il n'y en a plus. Entre Noël et le jour de l'an, à Calgary, il faisait moins 35. C'est là, tu mets 4 trocs, puis tu montes ta glace. Elle va fondre. Mais si tu pars avec 3 pieds, 2 pieds... Mais là, ils ont dit, oh là, ils ont pris pour acquis. On a. Mais le fret, faut que tu le prennes quand il passe. Puis c'est pas comme de la terre. C'est une piste de terre battue. Tu sors le boule, sors le rouleau, mets de l'eau. Ouais, ça finit. Tu peux te faire donner un show. Piste de glace, tu as perdu ta glace, c'est terminé. Elle ne reviendra pas. Là, Dom, tu parles de la destination finale qui est de créer un deuxième week-end de course, faire accueillir un championnat du monde de rallycross. Ça a l'air facile de même. Mais toi, là, quand tu es parti avec ta petite valise en dessous du bras puis tu as été en Europe pour négocier, tu dis, bon, voici Dominique Fugère, Grand Prix de Trois-Rivières, fait 45 ans que ça roule sur l'asphalte. C'est quoi le trajet pour se rendre? Quand je te disais tantôt que les contacts que j'ai développés comme journaliste m'ont servi, la FIA a des règles qui ont été un peu modifiées grâce à la pandémie, mais ces règles-là sont quand même assez figées. Et à l'époque, c'était avant la pandémie. Pour avoir un championnat du monde, il faut que tu aies 8 pays de représentés sur 3 continents différents. Okay. Le rallycross est un sport assez... Je parlais tantôt là, que le NASCAR, c'est dans le sud des États-Unis. Le rallycross, c'est dans les pays nordiques, les pays scandinaves. Les Norvégiens, les Finlandais, les Suédois sont très, très forts. Les Français sont très forts. Tu as des Anglais qui le sont aussi. Le sport a été inventé là. Donc, il y avait un championnat européen et IMG, qui est maintenant Endeavor Sports, qui est le propriétaire du UFC, qui est une immense compagnie de marketing sportif. Une des plus inspirantes, c'est eux qui ont géré la carrière de Jack Nicklaus, en tout cas, c'est une grosse... Tiger Woods à l'époque. C'est une grosse patente à AMG. Ils avaient obtenu de la FIA les droits. Et là, la FIA disait, vous avez un championnat européen, mais dans vos conditions, ça doit passer à championnat du monde en 2014. Je vous ai parlé tantôt que ça prenait une piste d'asphalte et de terre battue. Et mon ami Jean-Michel Leroy, puis là, Jean-Michel, qui est un Français des plus français, qui se pogne avec tout le monde, qui brasse sa cage, puis... Il m'appelle, puis là, il me dit... Et qui adore le rallycross, comme je disais, il y a une bonne tradition de rallycross. Jean-Michel, il me dit... Alors, le Canadien, là, il y a les mecs du championnat du monde qui me disent qu'ils ont besoin d'un 3e continent. Parce qu'il y avait des courses en Europe, puis il y avait des courses aussi en Afrique du Sud, je pense. En tout cas, il y avait 2 continents. Mais là, il leur en manquait un 3e. Puis évidemment... Tout ce que les Européens, surtout des Anglais d'Angleterre, tout ce qu'ils voient, c'est les États-Unis. Mais Jean-Michel, en parlant avec Martin Anayi, qui était le directeur général du championnat, il dit, s'il y a quelqu'un qui est capable de trouver ta piste, c'est mon chum au Québec. Et là,
je me rappelle, écoute, je suis dans mon bureau, puis Jean-Michel m'appelle. Alors là, puis le rallycross, je connais ça, mais un peu, pas tant, mais j'aime beaucoup ce que je vois quand je le vois sur les réseaux sociaux, quand je vois j'ai commandé plein de vidéos, puis je fais comme, ouais, c'est pas mal. Jean-Michel me casse les oreilles, Julien, qu'on parlait tantôt, me casse les oreilles. Rallycross. Je dis, ouais, puis ça donne un bon show. Puis moi, j'étais un gars de motocross à la base. Fait que, tu sais, on mélange tout ça. Puis là, Jean-Michel dit, faudrait que tu vois s'il n'y a pas un circuit, là, où on aurait la portion en asphalte et à peu près la moitié en terre battue. Et pendant qu'il me dit ça, je regarde par la fenêtre. Puis là, je vois les rues de la ville. Mais il y a la piste de l'hippodrome de notre amie Sophie Mongeon, qui est ici parfois à la Poche Bleue. La piste de l'hippodrome 3R, où j'ai été élevé parce que mon père avait des... Puis là, je vois une piste de terre battue, puis les rues de la ville, je dis, Jean-Michel, je pense que j'ai trouvé. Ah, wow. Et on a dessiné un circuit avec Roger Peart, qui a dessiné aussi le circuit Gilles Villeneuve, le circuit Trois-Rivières. Puis là, Roger avait jamais dessiné de piste de rallycross, mais ensemble, on a travaillé à monter ça et on a connecté des portions de la piste de l'hippodrome avec les rues de la ville, puis on s'est retrouvé avec un circuit mi-asphalte, mi-terre battue, sur un autre continent, avec toutes les infrastructures pour faire des courses, la passerelle, les rues, les clôtures, les murets, l'expertise des gens, la direction de course. Presque à coup nul, quasiment, tu sais. Ben, Pas nul, mais... Pas à coup nul, mais à coup marginal, en ajoutant un deuxième fin de semaine. Puis ce qu'on avait, puis Carl, tu parles de deuxième fin de semaine, tu m'amènes là-dessus, c'est que un des défis qu'on avait au Grand Prix, c'est que on était de même, on n'avait plus de place. Plus de place dans l'horaire, plus de place sur le paddock. Il y avait toujours le vieux gag à l'époque. Les gars me disaient, oh, on va mettre un deuxième étage, on va mettre un deuxième étage. Mais tu sais, si tu ne prends pas d'expansion sur le lieu, dans l'espace, tu peux prendre l'expansion dans le temps. Parce que la vie, c'est l'espace-temps. Fait qu'en ajoutant un deuxième week-end, on a 2 fois le même terrain de jeu. Ouais. Mais là, on a ajouté une deuxième dimension à ça. Puis, on a notre circuit de rallycross qui est réputé. On a rajouté à ça un circuit de glace. Puis là, on travaille sur un autre circuit, un circuit de course en tête-à-tête avec des voitures, seulement 2 voitures en piste, mais dans un format super excitant qu'on pense qu'il pourrait faire école, qu'on essaie d'amener chez nous aussi. Mais c'est vraiment de... Qui existe ailleurs. Qui existe ailleurs, mais dans des circonstances très différentes. Ils font ça, par exemple, ils ont fait le Stade de France, ils ont fait ça à Wembley Stadium, ils font ça dans des stades. Puis nous autres, ça va être la première fois qu'on va... C'est pas la première fois, parce qu'ils l'ont fait à Bushy Park ou Barbade aussi, mais en tout cas, on veut amener ce type de course-là, qui est habitué d'être en stade, de l'amener sur un vrai circuit de course, en faisant quelques petites modifications, dont un tunnel en dessous d'une estrade. Ça, Oh, OK. Ça n'a pas coûté cher? Juste 2 coureurs? Non, je fais une blague. C'est bon. Le malaise est bien senti, tout le monde. Rimshot? T'avais pas une question, Pat ou Carl, tiens, pour changer l'ambiance? Moi, t'ai aidé. Un des défis de ton deuxième week-end, Oui. ça a l'air fou à dire, mais tu perdais ton stationnement parce que l'hippodrome, c'était pas mal le gros stationnement public, média, etc. Exact, mais c'est juste de stationner des autos. Tu sais. Moi, ma blonde reste à Montréal, je suis à Montréal assez souvent. Parker les chars où il n'y a pas de place, on trouve le moyen. T'as connu le défi. C'est ça. Non, puis on est vraiment chanceux parce qu'on a une bonne collaboration avec les gens de l'hippodrome. On a des belles conditions de travail. On travaille bien aussi avec les gens du Collège La Flèche, l'école secondaire des Pionniers, je regardais tantôt, les jeunes qui sont là. C'est une école qui est peut-être en milieu un peu plus défavorisé à Trois-Rivières, mais on permet à certains des athlètes de venir nous aider à faire le montage du site, puis ou le club d'athlétisme Zenix qui nous aide à faire le recyclage. On essaie d'être un bon citoyen corporatif, communautaire, c'est-à-dire, puis de pouvoir redonner, puis de pouvoir aussi permettre aux gens lui donner une occasion d'accueillir la visite. Tu sais, quand tu as un chalet, c'est le fun d'aller chiller à ton chalet. Mais qu'est-ce qui est encore plus le fun, c'est de recevoir tes chums au chalet, puis de bien les recevoir. Puis nous autres, on donne aux gens de la Mauricie, de Trois-Rivières, du Québec aussi, l'occasion d'accueillir les gens, de venir avoir du fun. Le syndrome de Saint-Tite. Exact. Festival Country de Saint-Tite. Western, mélange rien. Attention. Mon erreur, encore une fois. Je m'excuse tout le monde. Mais ils se sont réconciliés. Le western puis le country, c'est rendu pareil. Yeah! C'est pas ça Saint-Tite, chef. Je reste à côté, moi, je le sais. On peut lyncher. Mais pour ton travail, tu as à voyager beaucoup pour aller voir d'autres courses, d'autres circuits, j'imagine? Oui, il y a le fait que j'ai à voyager, mais le fait que j'aime voyager aussi. Ouais. Fait que ça se... Mais
Ce qui est important là-dedans, c'est juste de ne pas se limiter à ce qu'on connaît. Puis ce serait facile parce que ça va bien, nos affaires. T'sais, tantôt, je parlais avec Dominique Lucier, mon ami, puis il cherche des commandites pour leur nouvelle équipe de course, puis il dit les gars viennent de Mirabel, mais ils me demandent Trois-Rivières. Les gars viennent de Granby, ils me demandent Trois-Rivières. Tout le monde me demande Trois-Rivières. On a cette chance-là. Mm-hmm. Mais ce qu'on veut toujours, c'est être capable d'amener des choses à un nouveau niveau. Je parlais tantôt de faire un week-end 100% énergie renouvelable. On l'a fait l'hiver. Là, je vois Arnois Énergie. La façon dont ces gens-là travaillent m'impressionne et m'inspire. Parce que j'ai vu, il y avait la journée d'hydrogène à Trois-Rivières, puis il y avait la fille de chez Arnois dont le nom m'échappe, qui, écoute, elle a 22 doctorats, là, elle sait tout. Puis en plus, elle est super sharp. Elle dit, si demain matin, il y a un char au gazon qui sort, tu peux être certain qu'on va vendre du gazon dans nos stations. Parce qu'ils ont déjà une station. Et c'est eux qui ravitaillaient en hydrogène le train de Charlevoix qui roulait à l'hydrogène l'été passé. Ils ont des stations. La seule station au Québec où tu peux faire le plein à l'hydrogène, c'est à Québec. C'est à eux. Ils ont décidé qu'ils seraient dans toutes les énergies. Nous autres, on a vu qu'il y avait une opportunité de ce côté-là. On a coupé 33 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre dans le montage de notre site, qui était le poste qui nous coûtait le plus cher dans notre bilan carbone, c'est ça qui prenait le plus de carbone, en changeant de type de diesel, en allant vers un biodiesel 100%. Par rapport à la machinerie, j'imagine? Exactement, la machinerie de montage. Puis ce biodiesel-là, en plus, il est fabriqué à Saint-Jean-sur-Richelieu, chez Inoltec. Nous autres, on est super contents. Tout est dans tout. Là. C'est local, on coupe les émissions de gaz à effet de serre, puis en plus, c'est fait avec des résidus. Donc, qui normalement devrait. Donc, on essaie de revaloriser tout ça. Mais chez Arnois, c'est ce qu'ils font. Puis c'est ce qu'on essaie de faire, nous autres, dans notre. J'aimerais ça, puis Carl tout courant, il sait pas mal plus d'affaires que je vais vous dire ici ce soir, mais j'aimerais ça faire un week-end, que notre deuxième week-end l'été soit peut-être sur ce petit circuit-là qu'on parle, vu qu'on n'a pas le championnat du monde de rallycross. Puis c'est pas par des pires, c'est d'autres choses. Okay. Mais le faire avec plusieurs types d'énergie renouvelable. On est chanceux au Québec. On n'a aucune idée la chance qu'on a d'avoir de l'hydroélectricité qui est renouvelable, qui est verte. On a aussi des grandes expertises. On est juste à côté de Varennes, ici, avec Greenfield, qui est le plus grand producteur d'éthanol vert au monde. Quelque chose, écoute, regarde ce qu'ils font. Puis là, ils veulent se diriger vers le méthanol. Les essences synthétiques. Je parlais avec Richard Berthiaume ce matin du Rallye de Charlevoix. Eux, ils ont pris notre idée de rouler avec du carburant synthétique, puis là, ils l'ont intégré dans leurs activités. Puis, on essaie de trouver quelque chose peut-être du côté de l'hydrogène. Je gratte, je fouille, mais des courses à l'hydrogène, c'est plate à dire, mais en Amérique du Nord, il n'y en a pas. Mm-hmm. Fait quand même que je prendrais toutes les milles que je veux autour, ça ne marchera pas. Mais on peut essayer d'en trouver. Question pour toi, Pat. Tu penses quoi de ça, l'hydrogène, les voitures pour monsieur, madame, tout le monde? Ben, l'application, même le gouvernement avec Exxon, de mémoire. Oui, exact. Puis ils ont abandonné la flotte. Là, en tout cas, regarde. Ils s'en servent plus, mais... Ils vont abandonner, ça? Non, parce qu'ils ont passé à des taxis. Ouais. Parce que les taxis à Québec, il y a la station d'Arnois qu'on disait, puis ils ont converti des taxis. Donc, un taxi est toujours dans un rayon d'action. C'est ce qui rend une technologie démocratisable au grand public, c'est surtout son coût de production. T'sais. Quand les coûts de production sont assumés, puis tu peux faire un produit qui rentre dans le budget, il n'y a personne de la classe moyenne, ou même peu importe, qui va payer un prime de 50 000 pour un char pour une technologie. Les gens ont la conscience de vouloir être verts, de consommer moins, de faire attention, mais personne ne peut doubler la facture de son auto. On est rendu avec 2 véhicules. Bon. Fait que, la question, c'est quoi? C'est une question d'offre et de demande, comme la base de notre société, c'est ça. Présentement, on n'a pas créé la demande avant l'offre. Fait que ça, c'est pas très fort. C'est ce que le gouvernement faisait avec les subventions, puis je suis pas certain que c'est la... Écoute, je m'improviserai pas politicien ou ministre des Finances, mais de mettre tout de suite fin aux subventions pour l'électricité, je comprends qu'on dit qu'on est en pénurie d'électricité puis d'énergie, puis ainsi de suite, mais d'avoir tout de suite arrêté, c'est peut-être un peu tôt. Puis du côté de l'hydrogène, ce qui va sauver l'hydrogène, selon moi, c'est peut-être pas la voiture de monsieur, madame, tout le monde, et ce sera probablement pas la pile à hydrogène. Tu sais, la raison pour laquelle ils ont arrêté ces subventions-là, c'est parce qu'il y a des gens, entre autres, pendant la pandémie, qui ont compris la game. Ils allaient chez Polestar, ils en commandaient une,
Un mois après, il faisait comme j'aime pas la couleur, j'en voudrais de ma femme. Puis après ça, il est rendu avec beaucoup de millage, j'en voudrais un autre. Fait que là, tu collectes le 13 000 à tous les fois, puis tu vends ça en Ontario où ils n'ont pas de subvention, tu te mets 7 000 dans les poches par char. Ouais. Si tu veux réellement, je pense, encourager des nouveaux utilisateurs à faire, la subvention, tu la maintiens pour n'importe qui n'a jamais eu de char électrique. Exact. Mais une fois, dans ta vie, tu l'auras. Très bonne idée. Moi, je pense que ce serait vraiment le meilleur équilibre pour continuer d'implanter ça puis d'avoir une demande forte. Mais tu sais, une des raisons pourquoi nous, on regarde beaucoup l'hydrogène, c'est que on parle beaucoup du deadline qui était des fois 2030, des fois 2035. Là, il était 2000, on ne sait plus. Les States ont reculé aussi. Là. C'est ça. Ben, eux autres, c'est un autre combat. Mais quand cette date butoir-là arrive, on ne va pas juste prendre les chars et les garocher dans l'océan. Là. Ça n'aidera rien pour la planète. Là. Non, c'est sûr. Mais l'hydrogène, c'est une technologie que tu peux utiliser dans un moteur à combustion. Tu peux convertir un moteur, somme toute, assez facilement. Puis, j'étais au Salon de l'hydrogène à Paris, encore là. Oui, en effet, je voyage, là, mais j'étais au Salon de l'hydrogène à Paris. Puis, les gens de GCK, que j'ai rencontrés grâce au Motorsport, l'écurie de Gerlin-Chicherit, qui roulait en rallycross, c'est eux autres, les chars ont poigné en feu. Ils ont dit, on va s'éloigner de l'électrique. Oui. Puis, on va se rapprocher de l'hydrogène. Et le sport motorisé, pour eux autres, c'est juste une vitrine. Oui. Et ce qu'ils veulent faire du côté de l'hydrogène, ils ont deux pôles, c'est les stations, justement, pour être capable d'avoir accès à ce carburant-là. Et l'autre, c'est les rétrofits. Donc, c'est de prendre un moteur actuel, que ce soit un moteur diesel ou un moteur à... C'est un moteur faut pas dire explosion avec hydrogène, c'est mélange. Un moteur à combustion interne. Et de faire la conversion vers l'hydrogène. Puis l'hydrogène, quand ils font l'électrolyse, qu'ils veulent faire TES Canada à Shawinigan, c'est de prendre de l'électricité, de transformer ton électricité en hydrogène, puis oui, tu as une perte sur cette transformation-là, mais si tu peux le mettre dans un véhicule qui a été rétro-équipé, bien là, ce que les gens de GCK m'expliquaient, c'est que c'est à peu près 15 % plus cher de faire la conversion. Si tu pars avec ton moteur diesel neuf, puis là, tu dis, moi, je le change tout de suite à l'hydrogène. Ouais. Là, t'as un coût neuf. T'as une dépense supplémentaire automatique. Mais les moteurs diesel, par exemple, eux, ont Keolis, les actionnaires majoritaires d'Orléans Express dans leur actionnariat, puis ils disent, quand tu fais ta révision, les moteurs diesel, là, tu le sais, Pat, tu le sais, Carl, Charles, ça monte vite. Aussi, ça monte vite, mais tu es toujours obligé de le refaire. Parce que c'est des moteurs qui peuvent se rendre à 1 million, 2 millions de kilomètres juste en changeant certaines composantes, mais les révisions importantes, comme sur un moteur d'avion, quand ils font la révision importante, c'est à peu près 15 % de plus. Puis là, tu te retrouves avec des crédits pour être plus vert. Tu te ramasses aussi avec un actionnariat qui est content, puis tu es capable. Donc, c'est pas juste monsieur, madame, tout le monde qui va utiliser l'hydrogène, mais grâce au sport automobile, on va être capable de montrer à tout le monde que ça roule, ça avance, ça pollue moins et ça fait du bruit. Puis si tu veux mon avis, d'après moi, c'est en France que ça va popper en premier parce qu'ils ont été, à mon sens, puis moi aussi, tu sais, je suis allé récemment, puis je parlais à un de mes potes qui a une flotte d'autos là-bas, puis qui commerce des autos, puis il disait, tu sais, nous, pour rentrer sur Paris, mettons, si t'as pas, c'est comme les APA Regulations, là-bas, c'est des lettres A, B, C, D, E, F, puis on t'attribue un grade de pollueur en fonction de l'année de ton auto, la cylindrée, etc., tout ça, puis les révisions que tu as eues. Puis si tu corresponds plus au grade minimum requis pour rentrer, tu rentres plus. Londres est de même depuis... Fait que tu fais quoi? Ton char, tu le jettes? Ben non, tu le jettes pas. C'est là que le rétrofit devient franchement intéressant. Puis le rétrofit, pour te dire que c'est une bonne idée, par exemple pour les flottes, puis te dire, ben là, parce que là, l'hydrogène, on en entend parler à Shawinigan, la filière batterie, on en entend parler d'un paquet d'affaires, mais la façon de le voir, selon moi, puis là, je suis vendu, mais la façon de le voir, puis de pouvoir l'exposer aux gens, puis de dire, ça existe, puis c'est comme ça que ça se passe. Le sport automobile est une super belle vitrine pour ça. Ça a fonctionné pour les freins ABS, ça a fonctionné pour l'injection, ça a fonctionné pour les ceintures de sécurité, puis ça va fonctionner... Pour un paquet de nouvelles technologies aussi, qui après ça se retrouvaient dans les voitures de série. Oui, puis tu sais, ça a été d'abord la performance, puis après ça, on a beaucoup travaillé sur la sécurité. Je parlais de ceintures de sécurité, les ABS, les piliers anti-pénétration. Après ça, on est allé du côté de l'écologie, puis c'est vraiment vers ça qu'on s'en va. On s'en va dans les nouvelles énergies. Puis je parlais après-midi avec des gens de la ville de Trois-Rivières, des ingénieurs civils, puis on discutait de la configuration du circuit. Il y a une portion du circuit qui est problématique. Il y a eu un rapport du coroner, il y a eu des accidents mortels.
qui sont arrivés dans cette portion-là. Puis là, ils nous parlaient de... Oui, mais pas pendant les Grands Prix. Là. Pas pendant les courses, Okay. c'est ça. Mais nous autres, on est dans les rues de la ville. Ah. Donc là, ils disaient, on veut réaménager ça, mais si vous réaménagez comme vous réaménagez, ça ne sera plus une piste de course, plate à dire, mais ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas mettre une butée dans le milieu de la rue, mais on est arrivé avec des solutions qu'on a exposées, qu'on a démontrées, qu'on a dit, je ne sais pas si ça marche pour ce que vous voulez faire dans les rues, mais en tout cas, ça marche bien pour les pistes de course. C'est approuvé jusqu'à 320 km/h. On pense au Safer Barrier, ça, c'est les murs d'acier avec du styrofoam en arrière qui est en NASCAR, ou encore les Tech Pro qui ont en Formule 1. Et ça pourrait être deux solutions qu'on installe pour limiter les effets de l'impact. On ne sait pas si ça va marcher, mais ce qui est le fun d'être à Trois-Rivières aussi, c'est que Une ouverture. il y a une ouverture, puis ils nous consultent. Ils prennent le temps de nous parler. Puis là, nous autres, on est capable d'arriver. On est chanceux parce qu'on voyage. Si on est allé à Daytona, on était 5 ou 6 du Grand Prix. Notre directeur de course a passé la course de camionnettes et la course d'Xfinity dans la tour de contrôle avec son homologue. Puis le matin de la course d'Xfinity, on a fait tout le tour avec les équipes de sécurité, comment ils font pour installer sur les dépanneuses. Justement, ils nous ont parlé des safer barriers, des murs, pourquoi ils en mettent là, pourquoi ils en mettent pas là, puis ainsi de suite. Puis ça nous permet on veut juste être meilleurs, nous autres, à la fin de la journée. On veut s'améliorer, puis c'est ce qui est le fun. C'est comme ça qu'on sait qu'on va être encore... on va encore avoir notre place dans un autre 50 ans ou dans un autre 50 ans. C'est que on veut pas juste s'asseoir sur nos lauriers, on veut permettre aux gens d'améliorer la mobilité, d'améliorer la sécurité, d'améliorer le bilan carbone grâce à des innovations qu'on va amener. Puis en plus, on le fait en ayant du fun. Mais je reviens à tes voyages. Oui. Quel Grand Prix t'as le plus apprécié ou qui t'a le plus impressionné? Peu importe c'est quoi le championnat, tu sais, ça peut être la catégorie, en fait, je veux dire. Ouais. C'est une bonne question. Puis ça peut être pas nécessairement ce que tu as vu sur la piste, ça peut être... Ouais, mais je pense que je t'aurais pas dit ça l'année passée, même si je suis allé en 2003 que j'étais allé quand Jacques Villeneuve avait terminé sur le podium. Je suis retourné cette année pour la première fois en 15 ans aux 24 heures du Mans. Puis... On était là en même temps, mon ami. C'est ça la patente. Hein? Incroyable. C'est ça la patente. On dit que ça s'explique pas. Vous ne ferez pas ça en plein podcast, je ne l'accepterai pas, surtout pas les deux ensemble en plus. Il donnera sa réponse, je te donnerai la mienne. Regarde, voulez-vous une anecdote? Ben oui! Bon. Donc, c'est un podcast, après ça, soit c'est des anecdotes ou du true crime. J'ai pas presque pas de crime dans mon background. J'étais là-bas, NASCAR a amené une voiture, la garage 50 quoi, dans le garage 5, en tout cas, peu importe. Hey, c'est toi l'historien Garage qui a une mémoire de 56. fou, là. Garage 56. Donc, NASCAR ont décidé de participer aux 24 heures du Mans avec une voiture, leur nouvelle voiture de NASCAR, en faisant évidemment plusieurs modifications dessus, et elle était inscrite hors concours. Ils ont fait ça à l'époque, là, les plus vieux d'entre nous se rappelleront, là, comme la Delta Wing, la voiture que Nissan avait faite, qui était comme un triangle, ça avait un gros tricycle, puis ils ne savaient pas si ce serait l'avenir. En tout cas, le NASCAR a amené cette voiture-là. Ils savent-tu aujourd'hui? Ben, ils savent que la Delta Wing ne marche pas. Okay. Mais la voiture de NASCAR, ça a super bien marché. Vous pouvez imaginer les Français et les Européens qui ont un gros V8 qui fait brrr, qu'on l'entendait venir des milles à la J'ai jamais vu autant de Mustang de ma vie qu'en France. Puis, donc, NASCAR est là. Puis, il y a des gens avec qui on deal, nous autres, avec qui on travaille, des gens de chez NASCAR. Puis, moi, ça faisait une couple de fois que j'allais aux 24 heures du Mans, puis ils parlent français. Fait que là, il y en a un là-dedans qui est un ancien pilote, puis mini-légende. Puis là, il me dit « I'd like to see Le Mans by night. » Je dis « Mon gars, t'as bien tombé. » Fait que j'ai dit « Sois au bar de ton hôtel à minuit, je vais aller te chercher, puis là, on va voir Le Mans by night. » Mais Richard, ce qu'il faut que tu comprennes, ben, on va poser la question. Quelle longueur a le circuit des 24 heures du Mans? Aucune idée. 13 km. C'est toutes des rues, des routes. C'est pas des rues, c'est des routes. Là. C'est comme ici, on est à Sainte-Julie, on irait à McMasterville, après ça, on se promène à Belleuil, puis on revient, puis tu passes à travers des villages. La ligne droite des Hunaudières est plus longue que les circuits chez Villeneuve. Là. Okay. Ça, c'est la ligne droite. Il y a 2 chicanes, c'est des ronds-points. Okay. Donc... Il n'y en avait pas avant. Il n'y en avait pas avant, mais là, ils en ont mis, pas pour la course, ils ont mis des ronds-points parce qu'il y avait du trafic, puis là, ils ont dit, ben, ça va être des chicanes. C'est comme ça. Un peu comme nous autres, fait que je vais chercher les gars, puis là, je les amène, puis là, dans le char, il est minuit, il fait noir, on prend un petit verre à l'hôtel avant, on prend un petit verre, je dis, OK, parfait, on prend un petit verre, on embarque, puis
fait une demi-heure qu'on roule. On est mieux d'un champ de blé d'Inde. Il y a du monde à pied partout, fait noir. Bessic qui s'en vient de même. On passe proche de rentrer dedans. Puis là, les gars, veux-tu bien me dire où tu nous amènes? Je dis, regarde, on va. Et on arrive au bout du champ de blé d'Inde. Il y a un parking. On se parque là. On marche. Et juste à côté, il y a une clôture. Et il y a la fameuse ligne droite des Hunaudières avec le virage de Mulsanne. Fait qu'ils prennent le virage à 60 km/h. Mais il arrive, ça à 300 mètres plus loin, ils sont à 280 km/h. Fait que là, c'est... La nuit, c'est le plus beau spot parce que tu vois les freins venir rouges. Rouge. Puis après ça, quand il décolle, c'est comme s'il mangeait un coup de pied dans le derrière. Mais oui, puis là, on arrive là, la tente à bière est là, les Danois sous sont là, la cabane à saucisses, puis il est 1h du matin, là, tout va bien, le party. Fait que c'est ça. Oui, les 24 heures du Mans, c'est quelque chose de très spécial. Tu pognes un bout de rillette, tu pognes un hot dog avec de la moutarde de Dijon. Tu sais, c'est le bonheur, là. Moi, c'est l'endroit où je suis à la base un fan de sport motorisé. Ouais. Et ça, c'est l'endroit où je renoue avec le fan. Puis j'essaie de le faire à chaque fois que je vais aux courses. J'essaie de prendre 15 minutes, une demi-heure, juste de jouer aux fans. Je pense que ça m'aide dans ma job. Garder la flamme, garder exact. l'intérêt. Puis d'avoir les yeux du fan. Garth Brooks fait ça, là. Garth Brooks, quand il y a les soundchecks il part toujours, puis il va au pire siège dans les estrades, puis il va voir, puis il dit, cette personne-là va vivre quoi ce soir? Puis ça m'a inspiré, ça, quand je suis tombé dans la game événementielle. Puis, au Mans, c'est vraiment capoté. Puis je me rappelais, quand je suis allé avec Jacques, j'avais couvert la F1 et tout, puis j'étais à peu près intégré dans l'équipe Peugeot, c'est cool. Mais je me disais, c'est comme un gros Grand Prix de Formule 1, c'est le fun. Mais là, c'est comme 8 gros Grands Prix de Formule 1. Puis on est habitué, je trouve, dans les temps modernes, à voir, tu sais, reality versus expectations. Généralement, tu es déçu quand tu te rends compte l'image du Mans est tellement gigantesque que tu pourrais penser qu'elle est surfaite. Quand tu y vas, c'est qu'au contraire, tu es agréablement surpris. Ah oui, ça tisse deux jambes. Puis moi, d'un point de vue complètement... J'ai rien à voir avec une organisation d'une course, on s'entend. Je suis pas coureur non plus, mais je suis un passionné de char, c'est un méchant temps, par exemple. Ouais. Puis moi, ce que j'ai trouvé fascinant là-bas, c'est l'accessibilité. L'accessibilité aux gens, l'accessibilité aux voitures. Quand tu vas dans les paddocks, la discussion avec tout le monde, on dirait que c'est tellement culturel que tu as accès à des trucs qui sont pas montés pour le flafla puis pour le show. Faut que tu viennes à Trois-Rivières, c'est pareil. Non, excusez-moi. Mais pour la réelle passion du sport motorisé. C'est ça qui est fou. On dirait les villages de tentes, là, t'as des champs de blé d'Inde, justement, rasés, puis là, t'as 300 tentes qui sont toutes à côté des tentes à deux, toutes d'un côté d'autre. Puis ils ont un petit parking. Puis là, c'est des Anglais qui arrivent avec le steering du mauvais bord, avec la Super 7, avec la Caterham. parce que ça, c'est notre affaire en soi, voir tout le monde arriver de partout, là, traverser le tunnel de la Manche. Puis, c'est capoté. Il y a des chars que tu vois dans la rue que tu n'auras jamais vu de ta vie qui sont tous en même place au même moment. Ici, il serait d'un musée. C'est ça. Là-bas, il est parké à côté d'une tente. Exactement. Le gars prend son cup of tea. C'est magnifique. Ouais. Mais, en contrepartie, quel événement t'as vu qui était le pire? Que tu t'es dit, ouais, ça, c'est pas fameux. Federico Di Fellini disait à propos du cinéma, quand c'est bien fait, c'est vraiment magique. Et quand c'est mal fait, c'est quand même un peu magique. OK. Une course auto, c'est pareil. Alors, quel événement t'as vu qui était juste un peu magique? Juste un peu. Écoute, il y en a eu quelques-uns, mais honnêtement, j'ai pas mal toujours de fun. Tu sais, quand je couvrais le NASCAR, je t'ai vu un peu comme une drôle de bébite parce que moi, ce que j'aimais, c'était d'aller aux essais. J'aimais voir ce que les gars faisaient, changer des choses. C'est 4 chars qui tournent en rond tout seul. Puis c'était la même chose en F1, tu sais. Puis moi, j'aime ça. J'aime le travail des mécaniciens, tu parlais tantôt. C'est ce que je veux être certain qu'on offre toujours à Trois-Rivières, c'est ce contact étroit-là entre le public et les gens qui sont là. Je veux qu'on comprenne que c'est des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Exactement. Parce que moi, c'est comme ça que je le vis, puis c'est comme ça que je le sens. Mais cette accessibilité-là permet aussi à une génération plus jeune de rêver d'y accéder. Oui, puis au vieux de se mourir dans le souvenir. Oui, mais quand tu as une barrière qui a l'air mondaine, comment tu veux qu'un kid de 10 ans, 12 ans, qui est amené par son père, rêve de piloter un jour quand il voit que
tu peux pas parler à personne. Tout le monde, tu sais, t'as pas accès à de l'information. C'est un autre dynamique, c'est un autre produit que tu vends. Je veux pas de produit, mais c'est vraiment une autre dynamique. Chez nous, on mise beaucoup sur l'accessibilité. Ouais. Il y a des endroits où ils misent davantage sur l'exclusivité. C'est correct, il y en a pour tout le monde. Tu sais, mes restaurants préférés, moi, souvent, sont dans l'arrière d'une cour avec un gars qui, tu sais, je me rappelle, avec ma blonde, une super expérience en Italie. C'est un abri tempo en arrière de chez un monsieur, puis les meilleurs pâtes au pesto que j'ai mangé de ma vie, tu sais. Ça, c'est plus mon genre que le restaurant 3 étoiles, machin, Michelin, nani, nana. J'adore ça aussi, là, tu sais. Je suis pas tentant. Moi, tout le temps que tu manges, là. Ouais, il y a un peu de masquer. Tu l'as comme cassé en une phrase. On prend ce cote-là pour le show aussi. Mais, OK, l'événement auquel tu as participé, ou en tant que témoin, ou participé plus avec plus d'implication, qui t'a le plus impressionné, outre le Mans, mettons. Outre le Mans, Ça, la Goodwood? j'ai passé proche, mais j'étais avec ma blonde. Oh, ça, c'est le genre de course. OK, c'est correct, désolé. On était allé à Lydden Hill, là où il y a eu la première course. Du rallycross. Exactement. Ça doit être impressionnant. Oui, c'est un beau circuit. C'est une petite colline, beaucoup il y a beaucoup d'histoires. Je te dirais que le trophée Andros au Stade de France, ça m'a impressionné. OK. C'est une course de glace dans un stade à Paris. Oh boy, OK. Puis là, ils peuvent pas faire comme nous autres puis juste l'arroser. Ils mettent des blocs de glace qu'ils font faire comme quand tu achètes des blocs de glace mettre dans une glacière. Et Ils font leur base avec ça. ils assemblent toutes les. Ils mettent une base en. Ils font un plancher dans le fond de bloc Ils de font un glace. plancher de blocs de glace, exactement. Puis après ça, ils arrosent un peu. Puis là, ça prend. Ça scelle. Puis ça pomme. Ça, je vais te dire, j'ai trouvé que c'était un beau miracle d'ingéniosité puis d'organisation. Toutes les affaires qui sont dans des espaces restreints. Quand j'étais tu parlais de Saint-Tite tantôt, mais dans les grandes estrades, ils organisaient un motocross. Là, ils appelaient ça l'Arena Cross de Saint-Tite. Puis je trouvais ça hot. Puis il y avait un de mes chums qui courait. Puis je sais quoi, j'avais 13-14 ans. Je trouvais ça super hot. Mais tout ce qu'ils font dans des espaces restreints comme ça, cette ingéniosité-là, ça vient toujours me chercher. Puis il y a un autre événement auquel j'ai beaucoup aimé organiser, c'est la Formule électrique à Montréal. Formule E. Formule E, c'est nous, tu sais, au-delà de la perception publique qu'il y en a eu, puis surtout de la perception politique. Moi, je pense que c'est plus ça, c'est mon avis. Politique qui a pas marché, parce que je te dirais, du côté sportif, nous, la responsabilité qu'on avait, l'équipe du Grand Prix Trois-Rivières, c'est l'organisation sportive. On avait été délégué par la FIA. Ça s'est bien passé. Puis c'est là que j'ai vraiment senti le pouvoir d'une équipe. Tu sais, chez nous, là, c'est des bénévoles. Là. On est 5 salariés. Là. On a 1200 bénévoles. Wow. Ils prenaient l'autobus à tous les matins de Trois-Rivières pour venir brasser les drapeaux, faire de la sécurité, diriger les courses, travailler sur les ambulances, sur les Manitou. Le premier feu qu'il y a eu, le feu de batterie qu'il y a eu dans une voiture de Formule E, c'est nos pompiers qui l'ont éteint. Tu sais, c'est des choses que tu te dis... Je fais vraiment le plus beau métier du monde avec la plus belle gang au monde. Là. C'est tellement culturel, j'imagine, chez vous, que même les employeurs de la ville sont cléments avec tous ceux qui veulent être bénévoles pour absolument, rendre ça possible. C'est facile. On a besoin d'équipement, on a beaucoup d'aide. Je parlais tantôt du circuit de rallycross. Alain Deshaies, qui est un de mes bons chums, il a sa compagnie d'excavation pour la glace. Écoute, à un moment donné, il m'a pogné d'un coin. Là, il dit là, tabac, tu vas m'écouter, puis c'est comme ça qu'on va faire ça. Puis là, je vais t'envoyer mon gars, puis ci, puis ça, puis... Cette espèce de cohésion-là entre les entrepreneurs, entre nous autres, entre les bénévoles, entre les passionnés, je parlais tantôt qu'on était chanceux au Québec d'avoir l'hydroélectricité, mais l'énergie qu'on a, nous autres, à Trois-Rivières, qu'on peut aller chercher dans nos bénévoles. On parlait tantôt du monde extraordinaire qui font des choses extraordinaires. Je dirais jamais que mes bénévoles, c'est des gens ordinaires, que nos bénévoles, c'est des gens ordinaires. C'est le pouvoir d'une équipe. J'en parle, mais j'ai des frissons parce que quand Jean-Michel m'a appelé et il m'a dit « Mais là, le championnat du monde... » Je savais qu'on avait la gang qui pouvait livrer ça. Puis on l'a fait, puis on l'a bien fait. Puis la preuve qu'on l'a fait, qu'on l'a bien fait, c'est que la FIA nous a demandé d'organiser Montréal. Puis notre bout de la job, il a été fait, puis il a été bien fait. Le pilote qui t'a le plus impressionné?
Carl Nadeau. Ça. Ouais, c'est ça. Il y a Carl, mais qui aussi? Carl, j'avoue que quand à Icar, il voulait me donner un cours de drift, puis je le regardais aller, puis j'ai dit... C'est pas obligé d'être smart de même. Non, mais ça m'avait fait ça un peu... Je pense que c'est... Max Verstappen est vraiment... Mais tu sais, Verstappen, on oublie que c'est vraiment de la royauté du sport automobile. Je parlais tantôt de rallycross. Son grand-père, tu parlais de Lennon Hill, son grand-père est un champion de rallycross qui a une écurie de course en rallycross, courait avec des Porsche 911 qui faisaient sauter. Il est dans ce monde-là depuis qu'il est né. Exact. T'as-tu vu l'image cette semaine? Il était haut de même, il devait avoir 2 ans et demi, puis il était d'un puits avec Michael Schumacher. Oui, mais parce que son père était pilote de F1, ça, on en parle. Sa mère est une grande pilote qui a été aussi championne. Son grand-père, son parrain, 2 fois ou 3 fois champion NASCAR Europe. Ça, c'est son parrain, son oncle. Fait que c'est... Dans la famille, là, c'est ce que je veux dire. Dans la famille, tu peux pas... Fait que Verstappen est très, très, très impressionnant, mais Schumacher l'était tout autant, même si j'ai jamais été un fan, parce que j'aimais pas la façon avec laquelle il mais tu sais, Gino Rosato, notre bon ami qui a travaillé avec, il dit c'est parce que tu l'as jamais vu travailler avec l'équipe. Mais je comprends, je l'ai jamais vu. Fait que je peux pas apprécier ça, mais je suis capable d'apprécier qu'en piste qu'il a fait de galvaniser tout le monde. Mais tu sais, il y avait une caricature qui circulait à l'époque où tu avais il y a un volant de disponible chez Ferrari, puis là, la caricature, c'était il y avait le char, 22 ingénieurs, Schumacher qui était dit, puis là, il y avait juste un steering à côté. C'est ça qui est disponible chez Ferrari. Toutes les ressources sont chez Schumacher, tu sais. Fait que ça, c'est... Mais tu sais, les Pat Carpentier, Oui. très impressionnant. Il est arrivé chez nous, lui, le rallycross, là. Jamais vu le char, jamais vu la piste. Il s'est rendu en finale. Ben, il dans avait le top roulé 6. une demi-heure à Saint-Eustache. là. Il avait fait des départs à Saint-Eustache. Ouais. Il a pas roulé. Parce que c'est une voiture qui est compliquée à faire partir parce que tu as 600 forces de moteur. Tu veux pas que les roues patinent, mais tu veux que les roues avancent. Tu as la clutch, le bric à bras, le ci, le ça. C'est L'ajustement du RPM pour ton exactement, départ. dépendant de la traction. Là, ton ingénieur va dire ouais, mais ça attends parce que là, il y a un peu d'eau, ou il y a un peu de terre, ou il y a un peu, on veut pas que ça se... Donc, mais Pat, partout où je l'ai vu arriver dans quelque chose, il était performant. Je pense que Pat, c'est probablement le plus impressionnant que j'ai vu, de par sa capacité d'adaptation, puis de par son enthousiasme au volant. Oui. C'est ça qui était beau. Puis j'aimerais ça dire qui est beau, puis là, Pat, si tu m'entends, on trouve quelque chose. Là. Come on, man. Come on, man. mais son enthousiasme au volant, il trouvait toujours le moyen d'avoir du fun, puis... C'est encore ça à RDS, là, quand on travaille ensemble. Il y a encore beaucoup de plaisir. Puis c'est une belle inspiration. En plus, c'est un gars de chez nous. C'est un gars de chez nous. En plus, c'est un bon gars. C'est la preuve que les bons gars... c'est la preuve que les bons gars, des fois, c'est eux autres. Ça a l'air quétaine, là, mais c'est un bel être humain. Ah, exact. Ouais, c'est vraiment... gentil. Hey, lui, on y sort l'extrait, puis ça va faire sa journée. Hein? On veut l'inviter pour la saison 2. Là. Ah, c'est ça! Bon, OK, c'est une vente qu'on est en train de faire. Le moment qui t'a fait le plus peur en course automobile? Les 6 tonneaux de Xavier Coupal. Oh! Trois-Rivières. Ouais. Je me rappelle, écoute, j'étais dans la loge du président chez nous, puis de notre président Joël Saint-Pierre. Puis... Denis Bordelot, qui est justement de nos bénévoles du côté des télécoms, du chrono, c'est un savant fou. Puis Denis travaillait chez Bell Canada à l'époque, puis il vient de prendre sa retraite, puis il dit « J'aimerais ça que tu viennes rencontrer la vice-présidente, elle est dans la loge. » Puis je dis « OK, parfait. » Fait que là, nous autres, Bell était un bon partenaire chez nous jusqu'à tout récemment. Puis là, à l'époque, c'était un gros partenaire. Puis je vais aller voir. Et là, du coin de l'œil, sur l'écran géant, je vois bloum, 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 bloum. Et silence. Tout le monde arrête de parler. Ouais. Silence complet. Puis là, je regarde l'écran. Puis je suis parti à courir de l'autre côté. Je suis monté dans le tour de contrôle, voir ce qui est arrivé. Puis, heureusement, Xavier a parlé une couple d'octaves plus haut pour une couple de jours après. Les ceintures ont fait leur travail. Ah oui, hein? Et c'est ça, c'est la ceinture anti-sous-marinage. C'est la ceinture que les pilotes se passent dans l'aine pour ne pas glisser en dessous du... Ouais. C'est celle-là qui a causé fait, les plus gros bleus. Il y avait la poche bleue, hein? Bravo tous! Encore le rim shot. Mais oui, c'est le moment où j'ai eu le plus peur en course Je pense que automobile. tu n'as pas été le seul. Il y a eu aussi
l'accident de Robert Kubica à Montréal. J'étais dans les paddocks, puis je me rappelle la photo, je pense que c'est Jacques Boissineau qui a pris la photo. On voit les 2 pieds. Il a perdu ses souliers, là. Il n'y a même plus de souliers. Tu fais ça, tu penses? Le char est dans les airs, puis de souliers. C'est un miracle, accident-là. Exact. Puis j'étais dans les paddocks avec la femme de Gilles Villeneuve, qui, elle, est venue blanche comme ton pad. Là. C'était... Ouais. Elle dit, je veux plus, mais elle vient quand même au Grand Prix, surtout quand Jacques est là. Mais ça aussi, c'est un autre bon. Là, on pensait pas que ça... Puis finalement, il a repiloté, puis il s'est fait encore plus mal en rallye, mais il était très, très chanceux cette journée-là. Puis les gars sont chanceux, les filles sont chanceux, mais il y a aussi, on parlait tantôt de l'innovation, de la technologie. J'en reviens encore à ça, c'est qu'on développe vraiment des choses qui permettent, on parlait tantôt des safer barriers. Si Dale Earnhardt n'était pas décédé, peut-être que ça n'aurait pas été inventé, mais si ça avait été inventé avant, qu'il tape le mur à 200 000 à l'heure ou 355 000 à l'heure, il serait probablement encore avec nous, puis on continue d'évoluer, puis c'est en amenant ces évolutions-là vers ces évolutions-là vers la mobilité de tous les jours qu'on réussit à rendre les routes plus sûres, puis de s'assurer que les voitures n'ont jamais été aussi sécuritaires, puis ils ne seront jamais aussi sécuritaires qu'ils vont l'être. Ah oui, ça l'est toujours plus. Dom, on parle beaucoup du Grand Prix de Trois-Rivières. Là. Mettons que tu as un pitch d'ascenseur de 5 minutes à faire pour les gens qui ne connaissent pas le Grand Prix, qui n'ont jamais été au Grand Prix de Trois-Rivières. Parle-nous des 2 week-ends, en tout cas des 2 week-ends potentiels et même des 3. Tu es capable, Dominique. Écoute, je vous inviterai à venir faire un tour à Trois-Rivières pour vivre le plus beau week-end de votre été. C'est simple de même. Non, mais on a parlé, on a vraiment coché tous les points, mais je vais les récapituler. Chez nous, c'est l'innovation, d'abord. C'est aussi le fait qu'on peut trouver des gens de chez nous puis les mettre dans des circonstances où ils peuvent briller puis nous inspirer. Puis non seulement ils peuvent briller puis nous inspirer, mais on peut se frotter à eux. Ils sont accessibles. Puis, en plus de ça, la beauté qu'on a, c'est que la ville au complet, la région au complet se met derrière l'événement. Puis, ça nous permet d'avoir une expérience immersive, un peu comme aux 24 heures du Mans, mais chez nous, dans une échelle, je dirais... un peu plus accessible. Tu sais, au Mans, là, je veux dire, un circuit de 13 km, là. Ça prend un char de rendre à l'autre bout. C'est pas... Chez nous, tu peux marcher, faire le tour, puis il n'y a pas de problème. Puis, au-delà de ça, ça reste accessible. Tu sais, la journée du vendredi soir, c'est notre plus grosse foule. Parce que c'est gratuit. C'est bien placé. C'est au centre du Québec, en plus. Fait que ça... C'est ça, mais le vendredi soir, porte ouverte, là, quand le soleil se couche, tu parlais tantôt des rotors de frein. Ça fait ça avec les voitures du championnat canadien de voitures de tourisme. C'est pas des poubelles, là. C'est des chars qui valent $250 000, 350 000, 400 000 qui roulent chez nous. Et quand ils arrivent dans la porte du Plessis, les disques viennent rouges, les gars tournent, puis après ça, on les voit repartir. C'est pas mal ça, là. Ça va pas durer 5 minutes, mais je pense que c'est PG fait. Oui, c'était correct. C'est quoi ton... Mettons qu'on se place dans 5 ans d'ici. Ton fantasme, c'est-tu d'avoir 3 week-ends, un week-end hivernal, un week-end rallycross ou peu importe, week-end été? Tu vois ça comment? Puis tu vois quelles séries qui vont être tes flagships dans 5 ans? J'espère ne pas le savoir. J'espère être capable de pouvoir découvrir des choses qui vont nous faire rêver, qui vont nous stimuler puis qui vont nous faire avancer. Ce que j'essaie d'amener avec le 2e week-end, il y a des choses là-dedans que c'est du jamais vu. Nulle part ailleurs. Ni chez nous, ni ailleurs. Puis ça me stimule grandement. Puis tu sais, d'avoir eu le championnat du monde de rallycross, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que moi, le premier matin, là, je savais ce qui s'en venait. Puis je voulais que le monde ait la gueule à terre. Puis on a manqué un peu le montage de la piste. On connaissait pas ça autant qu'on aurait voulu. On était un peu comme nos Californiens et nos Mexicains qui faisaient de la glace. Il y a eu beaucoup de poussière. Puis je me rappelle encore quand les chars sont sortis pour la première séance d'essai. J'étais tellement déçu parce que j'étais comme... La piste... Tu sais, on parlait de la game d'erreur. Quand tu travailles avec une piste de terre battue, puis ça, les gars de Granby, de Drummond, de Cornwall vont vous le dire, ou encore GSR quand ils préparent la piste au stade olympique, ou encore Carl quand tu fais du off-road, la piste
est un personnage de l'histoire que tu es en train de raconter. Puis si ton personnage, il boite, il est blessé, puis c'était ça qu'on avait vu à l'époque, le saut ne fonctionnait pas tout à fait, puis il y avait beaucoup trop de poussière, ça a enlevé un peu ce qu'on a fait, mais ça nous a quand même permis d'exposer quelque chose de complètement nouveau. Puis c'est pas un hasard, ils sont venus pendant 6 ans. Puis si après, ils ont amené le championnat nord-américain chez nous, qui 2 années de suite, que Jacques Villeneuve est revenu, puis ainsi de suite. Fait que je veux, dans 5 ans, être encore capable de faire des découvertes puis pouvoir les partager avec le monde. Fait que c'est pour ça que j'ai des idées, mais j'espère trouver mieux encore. Non, quand même. Il y aurait plus de politiciens pareil. Hein? Oui, bon job de ce côté-là. Je vais revenir avec l'événement dont tu as été témoin qui t'a le fait le plus rire. Qui m'a fait le plus rire. Je sais pas. Ben, OK. Honnêtement, je sais pas. Je ris beaucoup dans la vie, point. Là, Prochain événement auquel tu vas assister, automobile? je peux pas en parler. Hey, 0-2, mon enfant. hey, j'ai dit en plus à Richard, je vais voir Dom. Oui, c'est donne public, du mais je jus. veux pas que le monde sache que j'y vais, puis ça va. Tu Moi, tu sais, le monde, le podcast, écoute pas bien ça. sais. C'est pour ça qu'on parlera pas. On paraît dans longtemps. Fait que les dates du Grand Prix à venir? Écoute, 9, 10, 11 août, les billets sont en vente. La vente va super bien. 1-866-411-1877. 1-866-416-9797 ou encore gp3r.com. Puis, on travaille très fort pour avoir un autre week-end, soit le week-end avant, le week-end d'après. On va vous revenir avec ça très, très bientôt parce qu'on va être capable de vendre des billets et d'attirer attirer des pilotes vedettes. Mais j'ai bon espoir, en tout cas, qu'on va être capable d'aller sur 2 week-ends, même si ce ne sera pas du rallycross, mais on travaille vraiment sur quelque chose de capoté. Ouais. Ben, merci de ta visite. Ça fait plaisir. Merci de Ouais, l'invitation. merci C'est très énormément. cool. Merci. Puis Bon Grand Prix. on se revoit, au pire aller, on se revoit les 9, 10, 11 août chez nous. Vous êtes cordialement invités. On va vous trouver une place, puis on va vous faire vous frotter avec nos gens extraordinaires, que ce soit les pilotes, les mécanos ou encore nos bénévoles. Puis je suis sûr que Carl Nadeau va trouver le moyen de vous assurer d'un char. Quelque chose. Mais Ça se négocie. Plante en autant qu'il y ait des hot dogs avec de la moutarde de En Dijon. autant. Moi, j'aime ça Autant. manger aussi. Je suis comme Dom. Merci, Dominique. Merci les gars. Trace de break est une présentation des dépanneurs Proxy, complices de vos aventures, et Nissan Longueuil, en mouvement de génération en génération.